Togo, les conditions pour des élections sans contestation, c'est le sujet que nous allons évoquer ce soir avec notre invité. Et notre invité, c'est Dani Aïda. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Vous êtes expert en gouvernance et démocratie. On va donc évoquer le sujet que je viens d'évoquer avec vous. Mais d'abord, des élections sans contestation, de votre expérience sur le continent en général, est-ce que c'est possible? Je pense que c'est un idéal que les élections se tiennent dans un pays et que les protagonistes acceptent les résultats. Il arrive dans certains processus électoraux que les règles du jeu et les conditions de déroulement soient telles qu'on tente vers un compromis autour des résultats. On a vu ça assez récemment au Ghana, par exemple, quand le président Mahama a perdu face au président Akufo-Addo. On a vu cela au Burkina Faso 2 ans auparavant, avec les élections qui ont suivi la période de transition, où le président Roch Kaboré a gagné. Donc, je crois que cela est possible et cela dénote aussi du climat général qui prévaut dans le contexte général de ces élections et aussi du climat de confiance qui existe entre les acteurs. Voilà. Alors, des élections sans contestation, cela suppose des élections propres. Et ça, c'est possible aussi? Les élections propres, c'est quoi? Les élections, c'est... Au fait, organiser un scrutin électoral, c'est mettre en œuvre des lois qui sont prévues dans la République pour que les dirigeants soient sélectionnés au regard d'un certain nombre de normes dans un processus où le calendrier est clair, où, au fait, les critères de transparence sont réunis. Je crois que c'est quand on arrive à valider chacun de ces critères qu'on peut dire en fin de compte, oui, ces élections sont propres. Maintenant, c'est suivant chaque regard. Quand un parti perd ses élections et croit qu'il les a honnêtement perdues, normalement, il n'y a pas de raison à contester. Donc, je crois que les élections propres, il y a pas mal d'éléments qui permettent d'apprécier. C'est ce qui permet aujourd'hui, quand on a un processus électoral ouvert, à ce qu'on ait des observateurs domestiques, qu'on appelle des observateurs nationaux pour la plupart, à ce qu'on ait des observateurs internationaux, mais également à ce que les partis politiques et candidats aient la possibilité de déployer des surveillants, c'est-à-dire qu'on appelle témoins de bureau de vote ou délégués de bureau de vote. Et ceux-là aussi rendent compte à leur mandat. Donc, en fin de compte, je crois que quand on recoupe les retombées des élections par rapport aux appréciations de ces différents acteurs, on peut se faire une idée du niveau de transparence de ces élections quant à sa crédibilité. Et normalement, quand ces conditions sont réunies, elles ne sont pas contestées. Est-ce que les critères de transparence ne sont pas plutôt assez subjectifs? Je ne pense pas. Aujourd'hui, la transparence d'une élection, disons le critère, l'appréciation qui fait école aujourd'hui, c'est la crédibilité d'une élection. Il y a des moments où des gens ajoutent d'autres épithètes. On peut dire élection libre, démocratique, transparente. Maintenant, on ajoute apaisée. Bon, alors, apaisée, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas de violence. Quand les élections sont transparentes, d'abord, parlons d'équitable. Équitable, ça veut dire que les candidats sont traités de la même manière. Il n'y a pas... D'abord, l'administration électorale organise les élections en offrant les mêmes chances aux candidats. Et puis, l'accès aux médias, par exemple. Les moyens de campagne sont utilisés de la même manière par les uns et les autres et avec des mécanismes de contrôle qui fonctionnent. Et donc, quand les choses sont ainsi, je crois qu'on peut s'attendre à ce que les règles du jeu soient appliquées équitablement. Le rôle de la commission électorale est assez déterminant à ce niveau-là. Il faut un minimum de confiance des acteurs dans cet organisme, chargé non seulement de l'organisation logistique, mais également de l'application de toute la législation électorale. Et quand ça se passe bien, cette commission peut recevoir les félicitations des deux camps. Donc, il faut travailler de manière à ce que la commission électorale ne soit pas regardée comme étant en train de rouler déjà pour un camp avant la tenue des élections. Et c'est pour cela, vous savez, au départ, il n'y avait pas de commission électorale nationale indépendante en Afrique. C'est après que c'est arrivé. Mais au fur et à mesure, quand on voit comment ces commissions fonctionnent, ça dépend d'un pays à l'autre, le contexte électoral, la qualité de la législation des élections, la qualité des hommes qui animent la commission électorale, le climat de sécurité qui prévaut, le niveau d'implication même de l'administration centrale dans l'organisation de ces élections sont autant d'éléments qui peuvent avoir une conséquence sur les résultats finaux. Et sur les commissions électorales, depuis que
un certain nombre de pays en Afrique ont décidé d'aller vers ce sens. Le bilan semble plutôt mitigé. Oui, c'est vrai. Les commissions sont là. Vous voyez, quand vous comparez, restons en Afrique de l'Ouest ici, quand vous comparez la Sénat, par exemple, du Bénin à National Electoral Commission du Ghana, par exemple, ben, on a vu au Ghana une institution qui est organisée autour d'un individu, c'est-à-dire le président de la commission électorale est une personnalité de l'État qui a tous les moyens et toutes les garanties pour agir de façon indépendante. Alors quand vous prenez la Sénat au Bénin, bon, c'est une répartition équitable entre la majorité de l'opposition et la société civile, avec aussi des mécanismes de gestion assez rodés en fin de compte. Donc, ce qui n'exclut pas que les partis en présence puissent jouer chacune sa partition. La tentation de fraude, la tentation de vol ou bien la capacité de nuisance d'un acteur par rapport à l'autre s'apprécie en fonction du jeu lui-même. Les élections ne se fraudent pas toujours pendant que les électeurs sont en train de voter. Les élections peuvent être fraudées déjà dans les lois qui régissent les élections, dans le système électoral, dans le découpage électoral, dans la gestion des résultats. Les électeurs peuvent bien voter et s'il y avait un mécanisme extraordinaire pour voir dès que le dernier électeur met son bulletin dans l'urne, quel était le niveau par rapport à quand le dépouillement finit et qu'on centralise les résultats et qu'on les traite et qu'on commence à les compiler, à les gérer pour les publier, ben, beaucoup de manipulations peuvent se passer. Donc, ce qui peut dire qu'en fin de compte, les commissions électorales, quand elles sont ad hoc, elles n'ont pas les mêmes capacités que quand elles sont permanentes, par exemple. Et quand une commission est permanente et que la règle du droit s'applique de façon honnête et que des gens savent qu'il n'y a pas de représailles quand ils font bien leur travail, ben, des gens prennent le risque en ce moment-là eh bien, de faire un travail assez honnête et en se disant qu'ils sont jugés par le peuple, ils sont jugés par les acteurs et les politiques et ben, ils ne sont pas tentés à travailler pour un cas ou pour un autre. Alors, quand vous suivez plus spécifiquement le contexte togolais de ces derniers moments, est-ce que vous vous dites que les élections législatives qui s'annoncent pour le 20 décembre sont en train d'être préparées de manière à être exemptes de critiques? Je vous surprendrai peut-être en vous disant qu'étant un observateur averti de ce processus politique, je ne parle pas du processus électoral. Le processus politique est un processus plus vaste dans lequel les élections s'inscrivent. Alors, je pense que ce n'est pas bien parti. Ces élections ne sont pas bien parties et les parties prenantes ont l'air de travailler pour ne même pas s'entendre sur un minimum de conditions pour que ça se passe bien. Vous voyez des élections qui vont se dérouler à la suite d'une crise qui est assez longue, où tout le monde se dit, ben, il faut bien quand même qu'on s'entende. On a même laissé la communauté internationale à travers la CEDEAO s'impliquer et que, ben voilà, à peine la CEDEAO se prononce une feuille de route que ben, le gouvernement continue sa préparation. Il n'y a même pas un temps mort et on ne se concerte même pas pour dire, OK, sur quoi on s'entend, sur quoi on ne s'entend pas. Et, comme ça, et on continue à piloter comme si de rien n'était. À mon avis, c'est la meilleure façon, évidemment, de faire en sorte que la crise perdure. Et là, quand les élections vont ajouter à cette crise-là, bon, quand on est citoyen consciencieux, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, à mon avis, sur le plan, par exemple, de cette scénique qui se met en place, qu'une partie de l'opposition ou de la classe politique, je dois dire, conteste déjà, je pense que les conditions sont en train d'être réunies pour que les prochaines élections ne soient pas apaisées, à ce qu'elles ne soient pas crédibles. Et puis, quant à leur transparence, là, dépendra donc dans quel camp on se trouve. Et d'ores et déjà, quand vous posez la question à quelqu'un du parti au pouvoir ou bien du gouvernement, il dira, ben la CENI fait bien son travail, on est dans une république, tout se passe bien, mais les mêmes acteurs sont d'accord de reconnaître qu'on est dans une crise. Et en ce moment-là, il faut faire bas la terre, et puis pour une fois qu'on ne paraisse pas quand même les mauvais élèves de la classe. Alors, vous le dites si bien, faire bas la terre, mais le gouvernement est dans une logique, se dit, nous avons un calendrier qu'il faut respecter, on a une date qui nous a été fixée, il faut qu'on la respecte. Ouais, ce pays est le nôtre, hein, vous voyez. Le gouvernement, quand vous parlez à ces gens en aparté, ils vous disent qu'ils savent bien qu'il y a moyen de faire autrement également. Au fait, ils sont dans une situation de bras de fer et ils croient qu'ils ont une longueur d'avance sur l'opposition. Et pour eux, c'est la politique et c'est de bonne guerre. Mais alors, quand on observe avec recul, on se dit, ben, vous gagnez quoi en procédant comme ça? Vous ne faites qu'entretenir une crise qui existe et qui va être exacerbée après ces élections. Et bien, le Togo sera encore montré du doigt comme le pays qui n'organise pas bien des élections ou avec une crise politique permanente, récurrente, qui, au fil des cycles électoraux, ben, est encore renforcée
renforcée et la confiance entre les acteurs politiques ne sera pas renforcée pour autant. Le Togo ne va pas pour autant être bien coté dans la communauté internationale. On continuera à parler de nous après les contestations d'élections. Et quand on se rappelle les scrutins passés, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter. Et bon, c'est notre rôle d'interpeller la classe politique qui dit, bon, il y a toujours moyen de faire mieux. Puisque par le passé, on ne s'est jamais entendu. Il y a des pays où des gens s'accordent sur le minimum, mais pour se dire, bon, après tout, c'est notre pays. Il n'y a pas mieux que nous-mêmes pour nous conseiller, pour faire les choses comme il faut. Et je crois que c'est ça qui doit arriver au Togo, pour que ces élections ne considèrent pas ça comme étant une couleuvre à avaler. Les élections, on les organise quand les conditions sont réunies. Et ce n'est pas en accordant quelques mois supplémentaires à ces députés-là pour dire, bon, prenons le temps de faire les réformes, qu'on s'entende sur le minimum avant d'aller à ces élections. Ça ne gênera pas, ça ne va pas gêner quoi que ce soit dans le fonctionnement de la République du Togo. Et pour ça, il faudrait bien que des gens se parlent et surtout qu'ils se disent la vérité. Et vous voyez, la feuille de route en question de la CEDEAO est arrivée parce que la classe politique n'a pas réussi par elle-même à s'entendre dans un dialogue. Et là, bon, en l'absence de dialogue, il n'y a pas de compromis, il y a feuille de route, ça vaut ce que ça vaut et tout le monde conteste et je crois qu'on est encore mal parti comme ça. Alors, quand vous observez bien le contexte togolais, si vous enlevez, vous l'avez évoqué, la CENI qui fait objet de contention entre les deux camps, est-ce que tout le reste vous semble bien fait pour le moment? Parce qu'on a l'impression que tout se cristallise autour de la CENI comme si ce n'était que le seul problème en fait. Non, je crois que c'est l'ensemble du processus qu'il faut inscrire dans un calendrier assez global. Et il ne suffit pas d'organiser des élections législatives pour que la confiance revienne entre les acteurs togolais, à ce que les institutions soient plus représentatives des attentes des populations et de leurs aspirations. Il y a lieu aujourd'hui, au regard de toutes les récriminations faites par les uns et les autres, il y a lieu même par le gouvernement lui-même à se regarder dans le rétroviseur pour dire, ben, il y a des choses quand même qu'on peut faire mieux. Vous voyez? Donc, je crois que ces élections ne sont qu'un élément. Le gouvernement s'y agrippe parce que ça fait son jeu, au fait. Ça fait son jeu. Et l'opposition n'a pas réussi pour le moment non plus à amener le gouvernement à dire, bon, écoutez, considérons les choses autrement. Et l'opposition n'a reçu aucune garantie non plus. Vous savez, la CENI, elle a été mise en place, elle a été annoncée depuis quand même des mois, et a été mise en place en attendant que le gouvernement envoie ses acteurs. Pendant ce temps, cette CENI, avec l'administration électorale, on fait pas mal de choses. Un découpage électoral est là déjà, et il y a les démembrements de la CENI qui sont mis en place, il y a des dispositions qui sont déjà prises sur lesquelles je ne suis pas sûr que ce gouvernement va revenir. Et donc, vous voyez, quand on parle de la CENI, c'est un tout. Et cette CENI, en vérité, aujourd'hui, appartient au gouvernement en place, et si la CENI est jugée par rapport à ses résultats, c'est le gouvernement qui est jugé. Et donc, si on est satisfait de ça de cette façon, à mon avis, on est en train de reculer plutôt. Au-delà, ça veut dire qu'au-delà de la CENI, les conditions même de transparence des élections au Togo, par exemple, ça regroupe encore beaucoup d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Oui, il faut apprécier le système partisan togolais par rapport à l'expérience, par exemple, que nous avons fait en matière d'élections. On peut partir, par exemple, de 1994, on peut voir les élections de 99, on peut voir les élections, je crois que les suivantes ont eu lieu. Il y a eu 2002, 2003, voilà. Et puis on a eu 2005, 2007, 2013, exact, 2015. Exact. Alors quand on analyse tout ça, je crois qu'on a, honnêtement, on peut se dire, bon, il y a des aspects de ces élections sur lesquels il y a lieu de faire mieux. On peut se demander, est-ce que notre système électoral répond aux attentes? L'opposition dit aujourd'hui, nous récoltons beaucoup de voix, mais nous avons peu de députés. Voilà. Le pouvoir a fait, vous savez, et ça, le pouvoir actuel exploite le système politique en sa faveur. Ils font des règles qui les arrangent. Ils font un découpage électoral qui n'est pas équitable. On peut, sous cet insu, on peut dire c'est cette bonne guerre parce que des réformes politiques se font souvent dans l'intérêt de ceux qui dirigent. Mais quand vous êtes dans un processus politique où vous avez raté votre conférence nationale, où la transition qui a suivi n'a pas fonctionné, mais vous êtes dedans quand même. Alors ceux qui gardent le pouvoir, ils sont fiers parce que tant que ça ne les quitte pas et ça ne les gêne pas. Ceux qui ne gardent pas, ils contestent en disant, écoute, rien ne va dans ce pays. Et c'est la même rengaine jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui gêne un observateur togolais que je suis et qui plus est au fait de l'évolution politique dans d'autres pays en Afrique, je me dis, écoutez, quand on aime ce pays, à un certain moment, on peut faire le bilan pour dire il faut un minimum de conditions sur lesquelles on s'entend, sur lesquelles, quand les élections se tiennent pour une fois, qu'on se dise oui, on a gagné. Celui qui a gagné, celui qui a perdu, a perdu. Et
quand on prend un parti comme UNIR qui a de grosses capacités de mobilisation et d'action, c'est-à-dire des moyens conséquents, ce parti doit courir le risque d'aller à cette compétition de façon honnête, par exemple, et ne même pas prêter le flanc à ce qu'on dise, oui, vous serez en train de faire les choses pour frauder, par exemple. Et ça, c'est un risque. Si le parti la prend ce risque en disant, bon, on est capable, on est sûr de nous, si on gagne, c'est qu'on a gagné, si on perd, c'est qu'on a perdu. Je crois que c'est ce risque-là qu'il faut arriver. Et quand il ne s'agira pas d'une proclamation, il suffit juste de le faire et le peuple qui est assez intelligent va apprécier. Je crois que c'est ce niveau-là qui... Et aussi, en même temps, ceux qui tentent de prendre la place du pouvoir actuel, il faut qu'ils donnent quelques gages en disant, écoutez, nous pouvons gagner aussi des élections honnêtement. Quand les règles sont à tel niveau, nous sommes prêts à accepter les résultats. Et je crois que c'est à ce niveau, à mon avis, on n'a pas besoin que les Ghanéens ou bien les Guinéens viennent nous aider à nous entendre sur ça, parce que normalement, les Togolais sont assez intelligents pour ça. Et il suffit que quelques acteurs clés s'entendent là-dessus. Et on voit ça se passer un peu partout ailleurs. Et nous aussi, on peut le faire. Et à mon avis, c'est pour ça que je n'ai pas personnellement assez d'espoir dans l'approche CEDEAO de la gestion de cette crise. Et je m'attends à être surpris un jour à ce qu'on dise, voilà, la classe politique entretient un dialogue direct pour se dire, voilà, on crée les conditions minimales et puis on va... Le processus politique va d'ici 2020. L'opposition réclame à ce que les chefs d'État ne se représentent pas. La CEDEAO ne règle pas cet aspect. On dit, faisons une législative. Vous voyez, donc on découpe les problèmes par morceaux. Et en oubliant que quand on gère mal cette étape, ça aura les conséquences sur l'étape prochaine. Et c'est de ce pays qui a tout pour réussir, qui est encore retardé. Et nous serons là en train de régler la crise pendant que les pays voisins sont en train de filer. Alors, on a aussi, sur le continent, ce n'est pas spécifique au Togo, des oppositions qui sont dans une permanente contestation. C'est-à-dire, pour eux, les meilleures élections, les bonnes élections, c'est celles qu'on gagne. Oui, bon, vous savez, on a vu ça, ça dépend. Quand ces élections sont contestées de manière assez forte et que ça aboutit parfois même à des crises ouvertes, ça montre que ces élections ont été organisées dans un climat déjà conflictogène. Ce ne sont pas, quand vous creusez bien, vous verrez que la contestation du pouvoir issu des élections avait commencé à d'autres niveaux auparavant. Et quand vous voyez les élections qui viennent de se dérouler au Mali, par exemple, alors, le président Ibeka avait tous les moyens pour gagner et il a mis les conditions et il a fait ce qu'il faut pour gagner. Est-ce qu'il a gagné à la régulière ou est-ce qu'il a fraudé? Son opposition dit non. Sur le fichier électoral, les choses ne sont pas passées comme il faut. Les observateurs internationaux disent oui, il y a pas mal d'imperfections dans cette élection, mais vu le climat qui prévaut dans le pays et autres, bon, c'est pas le moindre mal, on peut aller. Vous voyez, donc, il y a des opposants qui sont toujours prêts à contester. Mais si ces opposants veulent vraiment conquérir le pouvoir d'État, je crois qu'il y a lieu de travailler sur d'autres leviers du processus politique pour montrer que si un opposant peut gagner normalement une élection, ça se sait avant ces élections. Ça montre déjà sa capacité de mobilisation, ça montre la façon dont il occupe l'espace politique. Et ça montre aussi d'autres rapports de force qu'on voit pendant la campagne électorale. Donc, ce n'est pas le nombre de personnes que vous mettez dehors qui détermine votre poids politique. Et puis, il n'y a pas un seul scrutin dans la République. Et c'est pour cela qu'il faut que le Togo aussi solde son compte des élections, donc, du passif électoral qui est assez lourd. Les élections locales sont très attendues, mais là aussi, à mon avis, nous ne sommes pas en train d'être préparés dans de bonnes conditions. Donc voilà, il y a pas mal de conditions, de circonstances qui font que je me dis qu'il y a lieu que les Togolais réfléchissent de plus en plus. Je suis surpris que dans ce pays, il ne se tient aucun colloque de gens intelligents qui se mettent ensemble pour réfléchir, pour analyser les... Il n'y a pas d'études sérieuses sur le contexte politique qui sortent des éléments sur lesquels la classe politique peut s'appuyer pour dire, voilà, on peut aller dans telle direction ou telle autre. Tout le monde critique, tout le monde a raison du matin au soir et personne n'écoute personne. Je crois que c'est dans cette situation qu'on est au Togo. Et si on y prend garde, à mon avis, on va être la risée de la sous-région et ce n'est pas dans notre intérêt. Dans les pays qu'on considère, du moins quand on les regarde du Togo, beaucoup les considèrent comme des modèles, le Ghana, le Bénin, tout ça. Ça ne se passe pas aussi bien que ça. Ah pas du tout. Il y a des joutes politiques très très fortes.
Les élections qui se sont déroulées au Bénin auraient pu être gagnées par une personne ou une autre. Les élections qui se sont passées au Ghana, et j'y étais en tant qu'observateur international, le président Mahama était parti pour gagner et il n'était même pas sûr de perdre. Mais le rapport de force sorti des urnes lui ont dit qu'il ne pouvait même pas faire passage en force. Il pouvait utiliser l'appareil d'État pour rester, mais il n'a pas tenté parce qu'il s'il essayait, il mettait le pays à feu et à sang. Et donc il a reculé. Et vous voyez qu'il est en train de fourbir ses armes pour revenir encore comme candidat, parce que il y a toujours une manière de rebondir. Il peut revenir et gagner si tant est que les rapports de force sont en sa faveur. Il peut revenir et perdre une fois encore, et en ce moment c'est le NDC, son parti, qui doit définitivement lui demander d'aller se faire voir ailleurs et réorganiser son retour au pouvoir d'une autre façon, parce que ce parti a déjà démontré une capacité d'alternance à l'intérieur. Je crois qu'il en est de même du Bénin, où on a vu plusieurs alternances. Je crois qu'il y a les rapports de force politique se développent ailleurs et se transmettent après dans les urnes. Et c'est ça qu'il faut qu'on constate aujourd'hui. Si vous me posiez la question, est-ce que l'opposition togolaise est en train de se préparer pour gagner les prochaines élections, je vous dirais non. Ça ne se fait pas voir pour le moment. L'opposition togolaise démontre une capacité extraordinaire de contestation, mais pas encore de capacité de conquête de pouvoir. Mais justement, c'est là où se trouve un certain amalgame, puisque au niveau de l'opposition, elle estime, quand on a mis des centaines de milliers de personnes dans la rue, qu'on a déjà le rapport de force. J'ai l'habitude de dire, et j'écris souvent sur ces choses, que le peuple auquel on se réfère souvent est différent de la masse. La masse, déjà, on peut sortir. Et au départ, au moment, quand la crise a commencé, vous avez vu que le parti au pouvoir aussi avait commencé à sortir ces gens. Ça aurait pu continuer pendant longtemps, ce jeu de ping-pong. Ils se sont ravisés à ce moment. Mais aujourd'hui, quand on parle de rapport de force politique qui peut se traduire dans les urnes, ce que je voulais dire par là, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la capacité de mobilisation des militants et sympathisants d'un parti ou d'un regroupement de partis. C'est la capacité d'implantation de ces différents acteurs sur le terrain. C'est la capacité de fonctionnement de la machine politique, de chaque parti politique. Et c'est aussi la configuration générale du système partisan qu'on a dans le pays. Aujourd'hui, au Togo, le Togo, c'est un petit territoire comparé à beaucoup d'autres pays. Moi, je travaille en RDC où on mettrait le Togo, au moins on mettrait 5 fois le territoire togolais pour trouver les nouvelles provinces de l'Équateur, par exemple. Vous voyez. Donc, c'est déterminant. Il est très facile de créer un parti politique au Togo et au bout de 2 mois d'implanter ça partout. Mais vous n'êtes pas pour autant un parti puissant parce que vous êtes dans toutes les préfectures. Vous revendiquez combien de militants? Ces militants-là, est-ce qu'en termes de mobilisation, en termes de propositions politiques, sont capables de développer des idées de manière à ce que, en l'absence de chef dans ces localités-là, existe le parti en tant qu'organisme. Et quand il y a élection, c'est ceux-là qui traduisent cela. Et ce ne sont pas des militants qui votent pour faire élire un candidat. Parce qu'aucun parti n'a suffisamment de militants pour gagner des élections. La population qui observe fait son choix au moment opportun. Et quand on laisse cette population faire le choix librement, c'est en ce moment qu'on peut avoir des surprises au cours d'une élection. Et la compétition électorale en ce moment doit être véritablement ouverte pour que ça fonctionne. Donc, si je reviens à votre question, c'est pour vous dire qu'il me semble qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour rassurer les populations qui attendent, et cela à tous les niveaux. Au niveau des normes qui doivent régir les élections, au niveau de l'appareil qui doit régir l'organisation des élections, avec assez de recul pour qu'on ne dise pas, voilà, vous faites tout pour perpétuer le statu quo, qui est d'ailleurs devenu un thème consacré ici. Ici au Togo. Voilà. Et puis, il y a aussi pour le contexte togolais, la question du découpage électoral, vous l'avez évoqué tantôt, mais beaucoup la jugent assez inique dans le cas du Togo. Oui, bon, je disais que le gouvernement a abusé de ses capacités. C'est des prérogatives exorbitantes que détient l'État. L'État est régi par un parti politique. Je m'amuse parfois à critiquer nos amis d'UNIR en disant, voilà, votre aïeul, le RPT était le parti de l'État, le parti État, et maintenant vous avez UNIR qui est parti de l'État. Celui qui n'est pas chez vous, il n'est nulle part et il n'a aucune chance de toute façon. C'est cette prépondérance-là qui fait aujourd'hui que, ce parti se taille la part du lion. Et parfois, on a le sentiment qu'il fait les choses de telle manière que il laisse pratiquement aucune chance aux autres. Et en fin de compte, il n'y a pas de compétition. Et en fin de compte, on ne voit qu'une simulacre d'élection où
bon, des gens peuvent revendiquer beaucoup de voix, mais en fin de compte, ils n'ont pas. Et ils disent, ils sont lésés et il y a de quoi contester. Pas les résultats tels que ça sort des urnes, mais l'ensemble du système qui a généré ces résultats-là. Et je crois que c'est à cela que, bon, la raison du plus fort au Togo n'est certainement pas la meilleure aujourd'hui. Et moi, je voudrais voir la bravoure de ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui à s'ouvrir véritablement. Aujourd'hui, le système politique togolais est fermé. Des gens ont peur. Ouais. Moi, je critique souvent le gouvernement togolais, je critique souvent le parti au pouvoir. Et quand je viens à Lomé, tout le monde a peur pour moi. Attention, est-ce qu'ils ne vont pas t'attaquer? Mais parce que moi, je me sens un homme libre. Alors, je me dis, il y a des gens assez intelligents dans mon pays qui ne doivent pas s'offusquer parce qu'on les critique. Quand on a accepté la démocratie, c'est ça les règles. Et donc, on veut voir un système ouvert où quand on voit les lois, il ne faut pas qu'on voit en lisant une loi qu'on voit que c'est en filigrane l'intérêt d'une personne qui est définie là-bas. C'est ça la République. Et plus d'ouverture. Et quand des gens parlent de réforme, ce n'est pas autre chose que ça. Plus d'ouverture, plus d'équité, plus de transparence et plus d'honnêteté dans la gestion du processus politique et du processus électoral. Et puis, dernière question, il y a aussi pour les conditions pour avoir des élections sans contestation, le fichier électoral. Mais c'est un casse-tête chinois en Afrique. Oui, absolument. En Afrique en général, au Togo en particulier, mais de plus en plus de pays font des efforts, même si, vous savez, il ne suffit pas qu'il y ait un enrôlement biométrique des électeurs, par exemple, pour que le fichier soit, disons, impeccable, ou que la gestion du fichier se passe bien. Je viens de la RDC où on a un enrôlement extraordinaire qui a coûté des millions de dollars et en fin de compte, le fichier est là, est contesté. L'OIF vient d'en faire l'audit et a dit que pratiquement 17% des électeurs n'ont pas d'empreinte digitale alors que normalement tout le monde est supposé en avoir. Donc, et on est au Togo où il y a un corps électoral qui est prédéfini, mais on ne décompte en fin de compte ceux qui sont enrôlés honnêtement et qui ont un cadre d'électeur, c'est eux qui seront autorisés à voter. Là aussi, je crois que ça mérite qu'il y ait une certaine ouverture. J'espère que les discussions qui vont se dérouler au sein de la classe politique vont favoriser cela. Dani Aïda, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes expert en gouvernance et démocratie. On marque maintenant la pause et juste après, on retrouve les journalistes en regard croisé.